Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Alizé pour notre journal de la mi-journée. Nous sommes le samedi 9 juillet 2016. Drogue, violence, délinquance, 3 mots MOTS liés qui touchent la Guadeloupe de plein fouet. Au Gosier, c'est une journée pour lutter contre ces mots MAUX qui est organisée. Jusqu'à 16h, plusieurs activités sont organisées au stade municipal Roger Zamy de la commune. Tournois de football, concours de graphes, de hip-hop, de slam ou encore de films mobiles. Tout cela autour du chanteur Dali, le parrain de la manifestation. C'est un reportage signé Cécile Allègre. Les jeunes du Gosier s'impliquent contre la violence. 6 quartiers de la ville ont constitué une équipe pour un tournoi de football autour de valeurs simples comme le respect et la tolérance. L'occasion pour ces jeunes de montrer leur talent, mais aussi de discuter avec les associations présentes. Comme le constatent bon nombre d'entre elles, il est indispensable de mobiliser la jeunesse autour de la lutte contre les addictions. En effet, violence, délinquance et drogue concernent tout le monde, mais à un âge de plus en plus précoce. Les addictions modifient le comportement. On le sait, ce sont des produits dits psychoactifs qui agissent directement sur le cerveau et qui peuvent effectivement perturber le comportement, particulièrement l'alcool. On sait, c'est un produit désinhibant qui va faire en sorte que le jeune, ses barrières vont tomber, ses protections vont tomber. Les drogues sont responsables de bon nombre de comportements violents. Les populations les plus défavorisées sont souvent pointées du doigt, mais cela concerne en réalité toutes les catégories sociales. Les associations sont les premiers témoins et multiplient à ce titre les interventions dans tous les milieux scolaires. Il faudrait vraiment, comme nous on le fait, faire vraiment la prévention. Pour les plus jeunes, puisqu'on entend souvent les cas de violence, et c'est souvent les plus jeunes. Donc c'est dû vraiment aux addictions. La journée sans drogue, sans violence et sans délinquance n'a pas réuni ces 3 thèmes par hasard. Les acteurs associatifs constatent très souvent un lien entre les addictions liées à une drogue et les comportements violents. On ne va pas dire que la délinquance emmène à la drogue, que la drogue emmène à la délinquance. Ce sont des facteurs pluriels qui emmènent à ça. On ne va pas dire que c'est la drogue qui va emmener à la délinquance, mais on va dire que on constate qu'effectivement un jeune qualifié de délinquant, malheureusement, ça donne ou à l'alcool, ou au cannabis, ou à d'autres produits psychoactifs. Bon, je pense que tout est lié en fait. Tout est lié. Le plus souvent, quand on voit de la violence, c'est à cause sûrement de l'alcool, du cannabis. Ouais. Et si les jeunes ne sont pas touchés directement, ils ont souvent été confrontés à des situations difficiles. Violent à cause de ça, non, j'en connais pas. J'en connaissais, oui, dans mon entourage, j'en avais qui consommaient ça et ils étaient devenus dépendants. Du coup, quand ils n'avaient pas leur substance, ils étaient plus ou moins violents. J'en connais plus. La prévention et l'accompagnement des personnes en difficulté restent aujourd'hui les seules solutions face à un phénomène d'envergure souvent sous-estimé par les jeunes et leurs familles. Au lendemain du triste anniversaire de l'éruption de la Soufrière, poursuivons notre dossier consacré à cet événement quarantenaire. Hier, nous vous proposions un bond dans le passé à travers les yeux de 2 témoins de l'époque. Aujourd'hui, c'est par le prisme de la jeune génération de Saint-Claude que nous allons évoquer cette éruption. Des jeunes qui se sont rendus à une exposition dans leur commune sur l'éruption et les mouvements de population qui en ont découlé. Un reportage d'Éric Pommier. Nul doute qu'ici, on a tenu à marquer le 40e anniversaire de la grande dame La Soufrière. 40 ans, et oui, que le temps passe vite. Mais au pavillon de la ville de Saint-Claude, la machine à remonter le temps a élu domicile dans ce 10 mètres carrés. Retour en arrière, nous sommes en 1976. Archives, photos, témoignages habillent toute une salle prévue à cet effet. Objectif, permettre au public et surtout à une jeune génération de voir, de comprendre, d'analyser une catastrophe que leurs parents ou leurs grands-parents ont vécue. Oui, on m'en avait déjà un petit peu parlé, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup de catastrophes, des pertes générales énormes. Et puis voilà, ça m'a permis aujourd'hui d'élargir ma connaissance sur le sujet. C'est par les interventions que nous avons, telles que celle d'aujourd'hui, faire comprendre à cette jeunesse quel est le passé, l'histoire. Quand on voit à la télé des évacuations, quand on voit des gens qui migrent
ailleurs, leur faire comprendre que Saint-Claude aussi a vécu ce moment, pas aussi dur, mais un moment qui a été dur pour certaines familles, parce que c'est pas si évident que ça, même si on était en Guadeloupe pour certains, d'être chez l'autre. D'autre part, par le biais des conférences aussi, faire savoir qu'un volcan, c'est pas seulement parler de catastrophe, mais aussi c'est une richesse. Jimmy est natif de Saint-Claude, il est âgé de 17 ans. La Soufrière relève pour lui d'une histoire qui donne froid dans le dos, mais avec aujourd'hui un constat. Je pense qu'au moins, en sachant tout ça, on sait comment agir si ça se reproduisait. Amélie a également été sous le charme d'une exposition dont elle n'oubliera pas les faits marquants. Je crois que c'est une merveilleuse histoire et que c'est bien de l'exposer, car comme on n'était pas là, ça nous évoque des souvenirs. Et qu'est-ce qu'il y a de plus surprenant pour toi dans cette histoire? Qu'il y a eu des victimes, de nombreuses d'ailleurs. 8 juillet 1976, le début d'un long épisode qui allait terriblement bouleverser la vie de milliers de Guadeloupéens. Les jeunes ont bien compris l'intérêt de s'imprégner de cette époque. Nous l'avons vu, l'éruption de la vieille dame de Saint-Claude en 1976 n'évoque pas forcément grand-chose pour les plus jeunes, mais le phénomène est resté gravé dans bien des mémoires. Certains se sont confiés au micro d'Anne-Elisabeth Artsen. Bien 76, quand le volcan là ronflé, moi je ne sais pas comment c'était le volcan là. Vont seul nous assez, sont fumés, nous on monte en l'air, tout année on a brûlé, au désir on a brûlé, pas là pour faire. Mon a trouvé ça ce volcan là d'après équipé, tout le monde a couru, petit monde l'école tout le monde a été équipé, ça y était embarrassé quoi yo. Bœuf a crié, yo ça y marre, chien a happé. On le bête qu'à pleurer, puis on a pas ça c'est ce volcan là. C'est là on compte ce volcan là, moi parti en 34 jours là parti. Et jour là ça, si on a brûlé, tout année on a brûlé, c'est poussé en sang, ça a brûlé, tout année on a brûlé, et on pas vrai l'oreille. Il fait qu'on joue là, l'on tsunami qu'a fait, on l'éclipse qu'a fait, comment? On seul nous assez, il était timide. Alors pas qu'on ça peut faire. Après ça a commencé à parler derrière la radio, et j'ouvre, et était une bourse, professeur Bourse était venu, calologue, elle fait à Montadief. Les deux là ont venu, après ça, c'est ce professeur là qui a venu. Et là, on a monté un hélicoptère là pour regarder. Et là, on a regardé le volcan là, on a fait un peu de trois roches encore. Il peut éviter l'hélicoptère là. C'est là qu'on ça dangereux. Et on a toute interdiction de bêter là, on mettait qu'à barrer, là, on mettait qu'à faire circulation le soir ou la journée. Ni monde qui était une bête attaché, pas de pierre retourner à la bête. Ça dit quoi, c'est pas laisser rentrer, c'est tout dangereux. Et des femmes, on a bien là, mais non plus, ni un canot qui traverse. C'est de surveillance à la mer qu'on habite en terre. Alors tout le monde baillif, vieux habitants, bouillant parti, mais tout habitant, Capestel, Vieux Fort, Bastel, baillif, vieux habitants, tous ces monde là parti monter à la grande terre. Moi j'étais dans les 17 à 20 ans, j'étais obligé de payer. Parce qu'on pas ça là pour te aller. C'était quoi à présent, on va prendre famille, on va partir en juillet, on va de l'autre côté, ça il peut arriver, on est à l'autre côté, on va pas de pour faire. À 76, j'étais déjà né, j'ai bien entendu parler, j'ai bien vu l'évacuation, j'ai bien vu mes parents en train de charroyer et tout, et j'ai bien vu les voitures circuler. Donc, alors lorsqu'on a annoncé le départ pour Cap-Esther-Bello et à Sainte-Marie, c'était le dernier lieu si vous voulez, il fallait évacuer. Donc comme on avait été juste avant, c'est-à-dire à la section de Caranguaise, donc mes parents ont pris leur camionnette, la camionnette du voisin, on s'est embarqué et puis on est parti pour aller à Petit-Bourg, là où on a de la famille. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, puisque c'était le baptême de ma soeur, ma petite soeur. Et on avait fait déjà les préparatifs, on avait tué un cabri, on avait aussi déjà la viande. Et puis voilà, il fallait partir. Donc on s'est embarqué derrière la camionnette. Et moi, je me rappelle qu'on mangeait la viande derrière la camionnette. Et puis, en allant vers Petit-Bourg, donc à 6 ans, à l'âge de 6 ans, j'ai bien vu qu'il y avait un petit débarcadère près de la mairie de Petit-Bourg où les gens embarquaient pour Pointe-à-Pitre. Et j'ai trouvé ça génial, c'était fabuleux. Et je me rappelle très bien. Puis on a laissé passer les choses et de là à Petit-Bourg, on sentait, vous voulez, on sentait l'odeur du soufre et tout, etc. Et puis j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient restés sur Cap-Esther et un peu ailleurs. Mais cependant, ils sont restés. Et voilà, il n'y a rien eu vraiment qui s'est passé à part la cendre, à part les trucs comme ça.
88,9%, c'est le taux de réussite des jeunes Guadeloupéens au baccalauréat 2016. Un chiffre record pour l'Académie. Sur les 5828 inscrits à l'examen, 5184 ont obtenu le précieux diplôme. En Guadeloupe, comme au niveau national, le taux de réussite est en hausse. De quoi envisager les vacances de manière sereine avant de penser à la rentrée de 2016. Puis faisons maintenant un point sur un conflit qui dure depuis plus de 2 mois. À la mairie de Capesterre-Belle-Eau, les négociations sont de nouveau suspendues. Après une reprise des discussions jeudi, c'est sur la question des régimes indemnitaires que le blocage porte. Des négociations qui pourraient reprendre éventuellement lundi. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région. Cuba crée une zone franche à 45 km de la Havane pour faciliter les investissements étrangers. Au Honduras, une écologiste a été tuée à coups de machette. Mais avant cela, direction le Brésil, c'est l'actualité Caraïbe. Acculé par des soupçons de corruption, Eduardo Cunha, fer de lance sur la procédure de l'institution de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a annoncé sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale. Le député évangélique ultra-conservateur était suspendu de ses fonctions de président de la Chambre basse depuis le début du mois de mai pour entrave à la justice. Eduardo Cunha, 57 ans, est visé par de multiples accusations de corruption dans le cadre du scandale Petrobras, soupçonné notamment d'avoir alimenté un compte secret en Suisse avec des pots de vin de plusieurs millions de réals, la monnaie brésilienne. Une commission éthique du Congrès a recommandé le mois dernier que le président de la Chambre soit démis de ses fonctions et l'a interdit de toute activité politique pendant 8 ans pour avoir menti au sujet de ses comptes bancaires en Suisse. L'intéressé a nié toute malversation. La Chambre au complet devrait se prononcer à la mi-juillet. Les médias brésiliens estiment que cette démission du poste de la présidence de la Chambre pourrait faire partie d'un accord passé entre Cunha et ses alliés afin que ces derniers votent contre son éviction totale du Congrès. Cuba prévoit de faciliter les investissements directs étrangers et a récemment créé une zone spéciale de développement à Mariel dans la province d'Artemisa. En somme, une zone franche de 465 km² située à 45 km à l'ouest de la Havane. Dans cette zone, les activités économiques sont différenciées du reste du territoire par l'exception du règlement des droits de douane, des contributions au développement local ainsi que des tributs pour l'utilisation de la force de travail locale. Quant au profit, les investisseurs sont également exempts de toute charge tributaire pendant 10 ans, puis taxés à hauteur de 12%. Dans le domaine des ventes de biens et de services, le poids fiscal ne s'élève qu'à 1% après une première année d'exemption. La zone franche de Mariel garantit également aux acteurs économiques étrangers qui s'y installent des conditions optimales pour la mobilité et les échanges grâce à un système ferroviaire, un aéroport international et un port en eau profonde capable d'accueillir des porte-conteneurs au moment de l'élargissement du canal de Panama. Bref, Cuba met tout en œuvre pour attirer les investisseurs internationaux. 4 mois après la mort de sa collègue Berta Cáceres, Lesbia Janette Okia a été tuée à coups de machette. Âgée de 49 ans, l'activiste faisait elle aussi partie de l'ONG Copine, le conseil civique des organisations des peuples amérindiens du Honduras. Elle s'opposait à un projet de barrage hydroélectrique sur un fleuve du Honduras, près duquel vivent des populations indigènes. Il n'y a pour le moment aucun indice sur l'identité des meurtriers, mais tout porte à croire que Lesbia Janette Okia a été assassinée à cause de son engagement dans la défense de l'environnement. 5 suspects ont depuis été arrêtés, liés à une entreprise qui avait menacé de mort Berta Cáceres. Selon un rapport de l'ONG Global Witness, 109 militants écologistes ont été tués au Honduras entre 2010 et 2015. Retour en Guadeloupe, plus que quelques heures avant le départ de la 15e édition du Tour de Guadeloupe à la voile traditionnelle. Les équipages s'élanceront à 14h30 de Petit Canal pour un prologue dans la baie de la Commune. Nous reviendrons dans notre édition de 19h sur cette première régate du TGVT.
Sport toujours, mais cette fois-ci sur la route, le départ du 35e Tour cycliste international de la Martinique a été donné ce matin à 10 h. C'est la commune de Sainte-Luce qui accueille le départ et l'arrivée de cette étape longue de 118 km. À suivre forcément les performances de Boris Carène qui cherchera très certainement à remporter l'épreuve pour la première fois et succéder du même coup à Willy Noyon au palmarès des vainqueurs guadeloupéens de l'épreuve. Le chef de file de la sélection de la Guadeloupe sera notamment accompagné par Kéran Baroulin. Nous ne manquerons pas bien sûr de revenir sur les résultats de ce Tour de Martinique durant toute cette semaine. Alors ce n'est pas nécessairement Mika au pied que Boris Carène arpentera les routes de l'île Sœur, mais qui sait, à la descente du vélo, peut-être optera-t-il lui aussi pour ces célèbres chaussures en plastique devenues quasiment cultes sur notre île. Réservées autrefois aux travaux domestiques ou encore aux activités nautiques, les Mika, chantés par Idla en 2010, ne se démodent pas, bien au contraire. Déclinés dans de nombreuses couleurs, les Mika s'affichent cette année encore comme de possibles stars de l'été. Un reportage signé Cécile Allègre. Ils ont su traverser le temps. Noir, rouge, transparent ou jaune, il y en a pour tous les goûts. Si vous les aviez rangés dans vos placards il y a quelques années, il est grand temps de les ressortir. Accessoires vintage, diront certains, les Mika sont de sortie pour les vacances. Les magasins de chaussures font d'ailleurs le plein pour répondre à la demande des jeunes et des moins jeunes. Tout le monde porte des Mika, toujours d'actualité, mais oui. Et il y en a même qui achètent deux couleurs, par exemple un vert, un jaune, et s'ils ont la même pointure, ils se partagent les côtés. Alors ils mettent un côté vert, un côté jaune. La tendance c'est les couleurs, toutes les couleurs, mais on vend aussi beaucoup le noir. Longtemps répandues dans les écoles et dans les familles modestes, ces chaussures en plastique ont aujourd'hui prouvé leur utilité. Qu'on les porte dans le cadre de son travail ou pour le loisir, ces sandales sont devenues un outil indispensable. Certains sont même devenus des consommateurs réguliers. Il y en a qui prennent pour la plage, il y en a qui viennent. On a même un client très fidèle dans les Mika qui vient chaque 15 jours acheter 2 paires de Mika pour la pêche. Il nous dit qu'il ne peut pas aller à la pêche sans ça. Maintenant les enfants, on leur donne ça pour aller à la plage ou pour courir, pour gambader. Mais moi c'était pour aller à l'école. Ce magasin, bien connu à Pointe-à-Pitre, en vend presque 30 paires par jour. Alors si les tongs font fureur aujourd'hui, les Mika, aussi appelés plastiques ou titik, n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien rivaliser encore longtemps. Voilà pour les Mika. Quelques mots sur la météo de cet après-midi. Il fera globalement beau sur tout le territoire, même si quelques averses demeurent possibles ici et là. Le mercure, quant à lui, sera compris entre 28 et 31 degrés. Dans un instant, votre émission Un trésor dans votre maison, suivie de Maisons à vendre. Un peu plus tard, vous retrouverez Tropical Groove et Hebdo Caraïbes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 19 h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bon appétit si vous passez à table et excellent après-midi sur Alizé Télévision.